Bonjour, écoutez, bienvenue à ce webinaire sur des cas cliniques du ZIC. On remercie tous le CNCH d'avoir organisé cette session avec une participation junior et senior sur des cas cliniques de soins intensifs. Merci à la Société Orion d'y avoir participé. Donc, je vais faire une brève présentation des participants. Walid Darwish, qui travaille au CHU de Tours en soins intensifs et également, je crois, comme cardiologue à Amboise. Personnellement, donc, moi, je suis cardiologue à Montfermeil, en Île-de-France. Je suis le responsable du service de cardiologie. Et les orateurs, donc Manbir Singh, qui est interne dans le service, qui a un DES de cardiologie en phase socle, et puis Louis Pot, qui travaille au CHU de Marseille Nord, dans le service du professeur Bonello, qui a également un cas clinique à présenter. Donc, on va commencer par le cas clinique de Manvir. Si dans l'auditoire, il y a des questions pour alimenter la discussion après la présentation, il y a deux techniques. Soit vous posez des questions en allant sur QR, soit sur discussion ou converser selon votre navigateur. Voilà, ce serait bien qu'il y ait un petit débat après la présentation. Donc, je laisse la parole à Manvir. Celui-là, tac. On va juste mettre le diapo. Alors, voilà. Bonsoir à tous. Merci tout d'abord au CNCH d'avoir organisé cette session, comme l'a dit Dr Nallet. Et merci à la Société Orion pour leur soutien dans ce webinaire. Pour ma part, je m'appelle Manvir, je suis interne en cardiologie à l'hôpital de Montfermeil dans l'Est parisien. Et je vais vous présenter ici un cas d'un patient qu'on a eu récemment à gérer aux soins intensifs conjointement avec le Dr Nallet. La présentation est intitulée « Un choc aux urgences ». Comme je viens de le dire, merci à la Société Orion pour leur soutien. Concernant le patient, c'était Monsieur F. C'était un patient de 72 ans qui n'avait pas d'antécédent majeur. Au niveau des facteurs de risque cardiovasculaire, il n'y avait rien de particulier. Il ne prenait pas de traitement à l'arrivée et il était assez autonome dans la vie de tous les jours. Concernant l'histoire de la maladie, ce patient décrit des douleurs thoraciques depuis environ une semaine au moment où il se présente aux urgences. Et il présente, le jour de son arrivée aux urgences, une lipothymie qui le motive à se présenter au service d'accueil des urgences. À son arrivée, la pression artérielle est mesurée à 70 mm de mercure pour la systolique et 50 pour la diastolique. Il a un pouls à 70 battements par minute. Il est apyrétique. Ensuite, ce patient, cliniquement, il va présenter des marbrures avec un état de confusion mentale. Il va aussi avoir des signes d'insuffisance cardiaque droite, à savoir des turgescences jugulaires bilatérales. Il n'a pas de souffle à l'auscultation cardiaque, pas de frottement péricardique. Voilà. Au niveau biologique, il présente une troponinémie à 2616 nanogrammes par litre. À noter la norme du laboratoire dans notre hôpital est de 60 nanogrammes par litre. Au niveau des lactates, il a des lactates qui sont élevés à 5,5 mmol par litre. Et il présente aussi une cytolyse hépatique à dizaines. Par ailleurs, le bilan rénal est parfaitement normal. Il n'y a pas de syndrome inflammatoire biologique. Donc, ce patient, il se présente en fait avec un état de choc aux urgences. Le CG est réalisé, celui-ci retrouve un rythme sinusal régulier. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un sus-décalage du segment ST qui est pas évident au premier regard, en latéral haut, en D1 AVL, avec un début d'onde Q en AVL. Une échocardiographie est réalisée alors à ce moment-là. Celle-ci retrouve une hypokinésie au niveau de la paroi antérolatérale et également un épanchement péricardique circonférentiel d'environ de plus de 2 cm.
Au niveau de la coupe sous-costale petit axe, on voit du coup cet épanchement qui est assez hétérogène, qui comprime les cavités droites, voilà, avec une fonction systolique du ventricule gauche qui paraît préservée. En sous-costal également, on voit du coup une veine cave qui est très dilatée, non compliante, et on aperçoit également cet épanchement péricardique qui est hétérogène, hyperéchogène dans les cavités cardiaques. Sur cette coupe-là, ça nous permet de mieux dégager les cavités droites. On voit qu'il y a un collapsus télédiastolique de l'oreillette droite avec également une compression du ventricule droit. Du coup, à ce moment-là, les hypothèses diagnostiques étaient les suivantes. Face à cet épanchement péricardique hétérogène avec un état de tamponnade, tout d'abord l'hémopéricarde qui pouvait compliquer un infarctus du myocarde, un épanchement septique, mais le contexte ne s'y prêtait pas trop avec un patient qui était apyrétique et en l'absence de syndrome inflammatoire biologique. Et aussi, il y avait l'hypothèse d'une cause néoplasique, mais on sait que les causes néoplasiques, ça donne plutôt des tableaux qui sont plutôt chroniques avec un tableau qui évolue à bas bruit sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, la prise en charge initiale à ce moment-là, ça a consisté en un remplissage avec du sérum salé essentiellement. De la noradrénaline a également été introduite. Du coup, nous, notre suspicion principale, c'était un infarctus latéral vu tardivement chez ce patient qui présentait des douleurs thoraciques depuis environ une semaine et du coup qui s'était compliqué d'une tamponnade sur une rupture de la paroi libre du ventricule gauche. Donc, on a décidé de réaliser une coronarographie en urgence qui a été réalisée par voie radiale droite avec un désiré radial C-French sans anticoagulation ni traitement antiplaquettaire en raison de cette rupture VG. Donc, au niveau de la coronarographie, on voit que le réseau droit est sans anomalie notable. Ensuite, au niveau du réseau gauche, on voit un réseau circonflexe qui ne présente pas d'anomalie. Au niveau de l'IVA, on retrouve une sténose au niveau de l'IVA moyenne qui est à 50-70%. Et on peut deviner une occlusion d'une diagonale où on voit un flux qui est très, très ralenti. Au niveau de l'incidence crâniale, on dégage mieux cette IVA avec cette sténose au niveau de l'IVA moyenne à 50-70%. Et on remarque un vide vasculaire à ce niveau-là. Donc, on suspecte très fortement une occlusion d'une diagonale. Donc, la conclusion initiale a été un infarctus latéral vu tardivement, compliqué d'une tamponnade sur une rupture de la paroi libre du ventricule gauche. Donc, la prise en charge, comme je vous l'ai dit, a consisté en un remplissage, un transfert en urgence vitale dans un centre de chirurgie cardiaque, parce qu'à noter un élément très important, à Montfermeil, il n'y a pas de chirurgie cardiaque sur place. Voilà. Donc, on n'a pas introduit de traitement anticoagulant ni d'antiagrégat plaquettaire dans ce contexte. Et aussi, élément très important, lors de la coronarographie, on a mis en place des voies d'abord fémorales dans l'éventualité de la mise en place d'une ECMO en pré-chirurgie. Lors de l'arrivée du patient dans le centre chirurgical, celui-ci a présenté un arrêt cardio-respiratoire par dissociation électromécanique à son arrivée au bloc opératoire. Il a effectivement été stable durant le transfert avec le remplissage qui avait été mis en place, mais il avait fait cet arrêt cardio-respiratoire lors de son entrée au bloc opératoire. Du coup, un massage cardiaque externe a été débuté immédiatement. On a noté un low flow qui était de 7 minutes. Une ECMO artério-veineuse en fémoro-fémorale gauche a été posée avec une technique d'échange sur guide au niveau des désilés qui avaient déjà été mis en place dans notre service. Une sternotomie médiane a été réalisée avec une ouverture du péricarde, une évacuation de l'hématome. Il a été mis en évidence une fissuration de la paroi libre du ventricule gauche à la partie proximale de la paroi antérolatérale avec un saignement en G. Cette fissuration s'est située au niveau de la bifurcation entre l'IVA et la circonflexe.
Il a été réalisé une hémostase, du coup, d'une part par une compression manuelle de la part de l'équipe chirurgicale, et ensuite une fermeture par suture avec l'utilisation de larges bandes de feutre, pardon, de Tacocil et de Bioglu. Tout cela a permis d'obtenir une hémostase convenable ainsi qu'un état hémodynamique acceptable. Les suites opératoires ont été marquées, en l'occurrence, par un choc hémorragique qui a été d'évolution favorable, une insuffisance rénale aiguë qui a justifié des séances de dialyse, mais pareil, d'évolution favorable, une explantation de l'ECMO à J7, une extubation à J8 et des complications infectieuses qui ont évolué favorablement. Du coup, au niveau de l'échographie de contrôle qui a été réalisée environ un mois après dans notre service, on voit que la fonction systolique du ventricule gauche est conservée et il y a toujours cette hypokinésie au niveau de la paroi antérolatérale. Une IRM de contrôle a également été réalisée. On voit également ici une hypokinésie au niveau de la paroi antérieure, au niveau du segment médian, avec une prise de contraste. Également, sur cette séquence ciné, on voit une hypokinésie au niveau de la paroi antéro-latéro-médiane. Et dans les coupes petit axe, au niveau de cette IRM, on voit qu'il y avait une formation anévrismale au niveau des segments médians de la paroi antérieure, ce qui correspondait à la zone inforcie et la zone qui a présenté une rupture. Je vous ai fait une petite diapo sur les complications mécaniques de l'infarctus. Il faut savoir qu'elles sont rares, mais elles sont dramatiques et l'incidence est en baisse en raison d'une prise en charge très précoce de l'infarctus du myocarde. Ces complications surviennent essentiellement entre J1 et J5 après la nécrose. L'échocardiographique est l'élément majeur du diagnostic et la prise en charge de ces complications est essentiellement chirurgicale. Tout d'abord, ces complications peuvent être une rupture septale qui est localisée plutôt à la paroi apicale dans le cadre des infarctus du myocarde antérieur et à la paroi au niveau de la partie basale, pardon, lorsque c'est un infarctus inférieur. La présentation clinique des ruptures septales, c'est essentiellement un choc avec des signes droits. Ensuite, concernant la rupture de la paroi libre du ventricule gauche, c'est la complication mécanique qui est la plus fréquente et la plus grave. Elle survient essentiellement chez des femmes âgées qui présentent un infarctus antérieur et essentiellement s'il existe un retard de prise en charge. Le tableau clinique de ces ruptures de paroi libre est essentiellement la tamponnade. Ensuite, il y a également la rupture du muscle papillaire qui concerne essentiellement le pilier postéromédian parce qu'il est essentiellement vascularisé par la coronaire droite isolément et ça donne des insuffisances mitrales et un tableau d'OAP brutal. Donc, concernant la discussion autour de ce patient, il y a plusieurs questions qui se posent. Tout d'abord, la place du drainage péricardique avant la chirurgie. Ensuite, il y a la place du ballon de contre-pulsion intra-aortique pour le transfert, la place de l'Impella également, et la place de l'ECMO avant chirurgie et le transfert. Tout d'abord, pour la place du drainage péricardique, si on s'intéresse à la physiopathologie, on peut se dire que ça limite la diastolie liée à la compression des cavités, mais à côté de ça, il y a un risque de spoliation sanguine car l'éjection du ventricule gauche est plus aisée vers la cavité péricardique où la pression serait équivalente à la pression atmosphérique. Donc, si on effectue un drainage péricardique, il faut trouver un équilibre entre la pression intrapéricardique et la spoliation sanguine. Donc, ça reste essentiellement un geste de sauvetage pour retrouver un état hémodynamique convenable pour pouvoir transférer le patient. Il faut également parler de la place du ballon de contre-pulsion. Celui-ci, sur le plan physiopathologique, entraîne une diminution de la post-charge du ventricule gauche, donc un effet bénéfique sur l'éjection du ventricule gauche. Et en parallèle, il entraîne une augmentation de la pression de perfusion coronaire en diastole. La place du ballon de contre-pulsion a été controversée avec l'étude CHOC-2 que je vous ai mis ici. Ça concernait essentiellement les patients en choc cardiogénique compliquant un infarctus du myocarde. Il avait été étudié le ballon intra-aortique versus pas de ballon intra-aortique dans la gestion de ces patients.
et il n'y avait pas de différence significative sur la mortalité à 30 jours entre les deux groupes. Mais il faut bien noter que cette étude concernait tous les chocs cardiogéniques et pas les chocs cardiogéniques liés aux complications mécaniques. On peut aussi discuter de l'Impella avant le drainage chirurgical. L'Impella entraîne une décharge du ventricule gauche par une extraction active du sang des cavités cardiaques, essentiellement du ventricule gauche. Ça entraîne une diminution du volume et des pressions télédiastoliques du ventricule gauche, une diminution du coup de la tension pariétale qui entraîne une diminution de la consommation en oxygène du myocarde et une augmentation du débit coronaire maximal par diminution de la tension pariétale. Mais la question de l'Impella peut se poser effectivement sur un myocarde rompu. Est-ce que techniquement, c'est réalisable de mettre une Impella dans ce contexte-là? Et finalement, la pose de l'ECMO avant le transfert peut se discuter comme dans un centre comme l'hôpital de Montfermeil, où nous n'avons pas de chirurgie cardiaque sur place, soit en appelant l'UMAC, soit en effectuant une ECMO sur site. Mais si on s'intéresse à la physiopathologie, encore une fois, l'ECMO risque d'aggraver la fissure et l'hémopéricarde par une augmentation de la post-charge du ventricule gauche et une augmentation de la pression télésystolique du ventricule gauche, de la tension pariétale. Donc, ça entraîne certes une amélioration de l'état hémodynamique du patient, mais ça aggrave la plaie myocardique, donc limite l'éventualité d'une réparation chirurgicale par la suite. Voilà. En conclusion, la rupture de la paroi libre du ventricule gauche est une complication rare mais grave de l'infarctus du myocarde. Elle nécessite un transfert en extrême urgence dans un centre de chirurgie cardiaque. Le seul traitement est la réparation chirurgicale et il peut se discuter l'intérêt de décharger le ventricule gauche pour éviter d'aggraver la rupture myocardique par une Impella, une contrepulsion intra-aortique. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour une présentation que j'ai trouvée très intéressante. Je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des questions à faire. Ce que vous auriez fait, en fait, je crois qu'Emmanuel a très bien dit que ce qui nous avait surpris, c'est que c'était un petit infarctus. Ce n'était pas un gros infarctus. La présentation clinique initiale, elle était vraiment atypique parce qu'on a été appelé pour un malaise et c'est les urgentistes qui nous ont appelés parce que la troponine était élevée. Et ce n'était pas un gros infarctus antérieur, une petite modification électrique. Et vous voyez sur le film que c'est une petite artère. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez, Walid, si tu as des commentaires, des questions, si tu as déjà vu des malades comme ça. Malade qui va bien maintenant, je l'ai revu en consultation, il va très bien. En tout cas, c'est un miraculé. Il faut le dire, c'est un miraculé parce que franchement, des cas de rupture, c'est quand même pas fréquent d'une. Et les rares qu'on a vus, ils sont quand même la plupart malheureusement décédés. Moi, une petite question par rapport à votre cas. Au vu finalement de l'infarctus possible sur l'électro et l'épanchement tamponade, donc on se dit rapidement peut-être complications mécaniques dues au SCAL. Vous êtes dit rapidement qu'on fera une couro ou vous vous êtes dit finalement c'est pas la couro, c'est pas l'urgence, et l'urgence c'était de le transférer vers un centre de chirurgie? C'est vrai qu'initialement, on avait plusieurs arguments. On avait la troponinémie à 2600, si je ne dis pas de bêtises, qu'on n'expliquait pas. Il y avait effectivement ce sus-décalage qui était quand même pathologique au niveau de l'électrocardiogramme et les troubles de cinétique à l'écho qui faisaient quand même pas mal d'arguments pour nous laisser penser que c'était un contexte d'infarctus. Mais après, c'est sûr que c'était pas tranché d'emblée que c'était le cas. Donc, on a quand même décidé de faire une coronarographie dans cette hypothèse-là en urgence. D'accord, ok, très bien. Ok, en fait, et voilà, allez-y, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Non, je dis, en fait, tout ça s'est fait avec une discussion avec les chirurgiens parce que, en même temps que le SAMU a été appelé, on leur a dit, est-ce que vous voulez qu'on appelle l'UMAC? C'est pour ça il a bien insisté sur les différentes hypothèses. Est-ce qu'il fallait transférer au plus vite, appeler pour mettre une ECMO sur place, éventuellement voir drainer, parce qu'on a quand même un chirurgien thoracique sur place. Il y avait plein de questions qui se posaient. Et il nous dit, pendant que le SAMU et que tout ça, ça a fait la coro. Et puis, il disait, t'es sûr que c'est une rupture? Parce que, voilà, c'était… D'accord. Non, mais c'est vrai que il faut se mettre dans la place, dans le contexte qu'on est dans les plaques périphériques où il n'y a pas de chirurgie cardiaque en soi, et que Menvir a évoqué en l'occurrence qu'est-ce qu'on fait au mieux, Impella, contre-pulse, ECMO, ou alors, la priorité en soi, ce qu'il faut retenir, c'est
chirurgie cardiaque en extrême urgence, à mon sens. Mais évidemment, en attendant, parce qu'on n'a pas de centre de chirurgie cardiaque, quels sont les moyens un peu détournés de maintenir le patient en attendant la chirurgie cardiaque. C'est vrai, parce qu'un patient qui arrive comme ça dans un centre où il y a un centre de chirurgie cardiaque, il va d'emblée, à mon sens, en chirurgie cardiaque. Et malheureusement, il n'y a pas les chirurgiens cardiaques dans tous les hôpitaux. Et c'est vrai qu'on essaie de se débrouiller comme on peut, en l'occurrence. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu de perte de Non, chance non, pas du tout. dans son cas de faire de la choro à toute vitesse. Et par contre, on a discuté avec la chirurgien, c'était très intéressant parce que sur les techniques d'assistance, elle ne savait pas quelle était la meilleure. Et elle dit ce qu'ils discutaient, c'est soit une ECMO, soit de mettre une CEC. De mettre une CEC pour réinjecter le sang en disant que quand ils ouvrent le péricarde, ça saigne à mort. Et voilà. Et Donc, réinjecter dans la CEC le. Ouais. Moi, je n'ai pas l'expérience de décharge lors de rupture, mais en tout cas, par rapport les rares drainages que nous, on a fait en période d'hémopéricarde, à chaque fois, c'est la galère, on n'y arrive pas, ça coagule, donc finalement, on n'est pas efficace. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier. Oui. Donc, c'est un peu. Mais bon, après, quand le mec il est devant toi et qu'il est en train de mourir, on tente ce qu'on peut, quoi. Donc, évidemment. Et après, concernant l'ECMO, juste avant, j'ai appelé un ami chirurgien pour lui demander un peu son sentiment par rapport à la situation. Lui, il m'a dit qu'en période, on attend le bloc, il n'est pas encore, le bloc va arriver, on attend le patient, voilà. Décharger le VG pour revasculariser via l'aorte, c'est pas la meilleure solution, mais c'est pas une si mauvaise solution en soi s'il n'y a pas le choix, quoi. Voilà. Okay. Mais en soi, c'est pas. L'urgence, c'est la chirurgie cardiaque en l'occurrence. Voilà. Je pense que c'était un cas intéressant. Voilà, merci Manvir et merci aux questions qui ont été posées. On va peut-être laisser la parole à Louis, qui va nous présenter son cas clinique. Hop. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Louis Pot, je suis interne à l'hôpital Nord, aux soins intensifs de l'hôpital Nord à Marseille actuellement. Merci de m'avoir invité à partager avec vous ce cas clinique qui illustre bien les difficultés diagnostiques auxquelles on peut être confronté de temps en temps en soins intensifs. Donc, c'est un cas clinique qui est très récent, puisque donc je remercie encore Orion de participer à l'organisation de ce webinaire. Et c'est un cas clinique qui date d'il y a 9 jours. Donc, c'était le lundi 5 octobre 2021, enfin, soir de semaine à 22 h. Donc, un patient, Monsieur K, qui a, il me semble que je n'ai pas reprécisé, mais 82 ans, pour lequel on est initialement appelé par le SAMU, comme ça arrive souvent, pour une table de coronarographie d'emblée pour un STEMI inférieur. Donc, nous, on attend le patient sur table de coro. C'est un patient qui a comme principaux antécédents un AVC ischémique dont il garde une hémiparésie droite séquelaire, possiblement sur un trouble du rythme. On n'a pas plus de détails initialement. Une AOMI de traitement médical, une BPCO post-tabagique, un certain nombre de facteurs de risque cardiovasculaire, mais a priori, pas d'antécédents d'épisodes de syndrome coronaire aigu, et qui est autonome. Donc, on était sur une prise en charge quand même maximaliste chez ce patient. Ces traitements, donc, un peu atypiques, encore une fois, on avait juste l'ordonnance, pas vraiment d'informations. Donc, il est sous cardégique, Tahor, probablement dans les suites de son AVC, et il a de l'amiodarone sans anticoagulation. Et il a un certain nombre de traitements inhalés. Mais c'est vrai que ça ne nous a pas permis d'être plus au clair sur ses antécédents. Donc, l'histoire de la maladie, c'est que le jour même, il consulte son médecin traitant dans l'après-midi pour une asthénie, une altération de l'état général. Finalement, elle, que j'ai eu au téléphone après, était plutôt rassurée. En tout cas, il n'y avait rien d'inquiétant à ce moment-là. Donc, il rentre à domicile et puis les secours sont appelés en fin de journée. Initialement, c'est une plainte digestive qui est au premier plan. Et donc, à leur arrivée, il est hypotendu avec une pression artérielle systolique à 70 mm de mercure, sans franc signe d'hypoperfusion initialement, et puis une douleur abdominale qui est au premier plan, voire épigastrique, avec un abdomen assez sensible, et des diarrhées. Dans ce contexte, il réalise un électrocardiogramme qui initialement est pas franchement évocateur. Alors, on commence à voir un petit décalage, mais je pense qu'ils étaient vraiment sur le tableau abdominal initialement. Ils ont refait l'électrocardiogramme une dizaine de minutes plus tard devant une bradycardie à 39, et
Là, ça commence petit à petit à se voir. Le sus-décalage en inférieur qui, quelques minutes plus tard, puisque là, on est encore une dizaine de minutes plus tard, est franc. Donc, on pourrait presque dire qu'il apparaît quasiment, le fait d'avoir cyclé le CG, on voit l'apparition du sus-décalage avec le sous-décalage latéral en miroir. Et initialement aussi, une extension droite sur l'électrocardiogramme. Donc, à l'arrivée sur le table de coronarographie, il est quand même assez hypotendu avec une pression artérielle systolique à 70 mm de mercure, malgré l'introduction de noradrénaline sur voie veineuse périphérique, initialement à faible dose, mais pendant le transport qui était quand même globalement en augmentation. La coronarographie révèle une subocclusion de la corona droite que voici. Alors, je suis désolé, le professeur Bonello, la nuit, il ne centre pas ces images, je lui ferai la remarque, mais globalement, on voit quand même bien la subocclusion qui a été prise en charge, revascularisée sans souci. Et puis, le réseau gauche, il y a une petite lésion qui sera à reprendre à distance, mais globalement, on n'a pas d'autres lésions significatives. Donc, la conclusion, c'est qu'il y a un succès de la revascularisation sur une occlusion proximale de la coronare droite et une lésion serrée de la première marginale et une sténose très serrée d'IVA2 à traiter au cours de l'hospitalisation. Donc, une biantégration par cardégique plavique s'est initiée. Puis, devant cette hypotension qui est persistante, il bénéficie de la pose d'une VVC en post-procédure sur table de Corot. Donc, à l'arrivée aux soins intensifs, son état se dégrade petit à petit sous noradrénaline qui est majorée jusqu'à 1 mg/h avec un patient qui est assez tachycarde, hypotherme de manière assez surprenante, quelque chose qui nous avait un peu échappé initialement, et puis qui commence à présenter des signes d'hypoperfusion, marbre des genoux, somnolence, aucun signe congestif, et toujours un tableau abdominal quand même assez important. Le CG retrouve une régression du sus-décalage, donc il n'y a a priori pas de complications à ce niveau-là. La gazométrie qui est réalisée retrouve une hyperlactatémie à 3,5 avec une acidose qui est peu surprenante dans ce contexte de signe d'hypoperfusion finalement. Et puis, donc ça, c'est le bilan. J'arrive à l'échographie, ne vous inquiétez pas. Donc là, c'est le bilan qui retrouve quand même pas mal d'anomalies dont on pourra parler après, notamment des dédimères qui sont extrêmement élevés, avec des troubles de la coagulation et une troponine qui finalement n'est entre guillemets qu'à 71 pour une norme qui chez nous est à 14. Donc là, on est quasiment à 2 heures de la revascularisation. Donc, on pourrait dire que finalement, cet infarctus a l'air d'avoir été pris en charge quand même assez précocement. Le TT à l'admission, donc nous, je commande juste un petit peu avant de vous montrer les images. On s'attendait vraiment, au moment de poser la condition d'échographie, à avoir une complication mécanique, ou une extension VD sur le tableau principalement hypotensif au premier plan, ou effectivement une grande altération du débit cardiaque. Et donc, l'échographie est vraiment sans anomalie. Là, on voit que globalement, la FEVG est préservée. Il n'y a pas d'insuffisance mitrale ou de quelconque complication mécanique à ce niveau-là. Là, on a une petite axe qui retrouve également une FEVG préservée sans franc trouble de la cinétique sur les segments, en tout cas ici, médians. Et puis, si on fait l'échographie sur les coupes apicales, on n'avait également pas d'anomalie, quelle que soit l'incidence. Et puis, une veine cave assez fine, donc finalement plutôt un profil hypovolémique, une veine cave assez compliante. Donc, la conclusion, c'est que le débit cardiaque était conservé, voire même plutôt élevé. Il y avait un doute sur une hypokinésie inférobasale, mais en dehors de ça, pas de franc trouble de la cinétique et puis aucune complication. Donc, vraiment, cet état pas du tout expliqué. Alors, l'évolution immédiate qui va compliquer encore plus le tableau, c'est que du coup, devant ce tableau d'état de choc avec des douleurs abdominales et puis sans complications mécaniques évidentes, on décide d'introduire une antibiothérapie large spectre, surtout que là, on se rend compte qu'il y a cette histoire d'hypothermie. Et puis, au cours de l'administration de roséphine, il nous fait en plus une hypotension brutale avec des diarrhées profuses d'un coup, et puis très rapidement, une pression artérielle qui est imprenable. Et donc, on est obligé d'injecter 1 mg d'adrénaline en bolus, qui permet une restauration de l'hémodynamique, avec secondairement un érythème cutané du membre supérieur droit qui apparaît, puis un érythème finalement diffus. Donc, on suspecte à ce moment-là qu'il est, en plus de tout ce tableau, fait un choc anaphylactique à la roséphine. La gazométrie retrouve une majoration, donc ça c'était un petit peu à distance de l'épisode anaphylactique, quand même une majoration des lactates qui reste modérément élevée à 4, avec une acidose qui se majore à 7,17.
Et donc, du coup, devant ce tableau d'état de choc qui n'est pas résolutif avec de la noradrénaline qui est toujours à 1 mg/h malgré l'absence de complications, et le tableau digestif, on décide d'aller au scanner dans la nuit. Donc, le scanner retrouve au niveau thoracique des stigmates d'inhalation, et puis au niveau abdominal, bon, après, ça, ce n'est pas notre grande spécialité. Mais donc, on voit qu'ici, on a le côlon sigmoïde, ça se voit mieux sur l'image suivante, avec l'absence de rehaussement au niveau des parois de l'ensemble du côlon gauche. Donc, en fait, c'est un tableau d'ischémie mésentérique avec une surcharge athéromateuse vasculaire, mais sans occlusion des artères à destinée viscérale. Donc, il est pris en charge au bloc opératoire en urgence pour une laparotomie avec résection colique gauche et colostomie terminale. Finalement, il est extubé un peu tardivement compte tenu de l'encombrement, puis chez ce patient qui a en plus des antécédents respiratoires. Les lactates régressent rapidement, la noradrénaline est sevrée et puis il passe en service à 72 heures avec une échographie de contrôle que je vous ai permis, ce qui est strictement superposable à l'échographie initiale, c'est-à-dire absence totale de complications de son stémie inférieure et pas de trouble de la cinétique. On récupère les antécédents, ce qui en plus a rajouté un peu de la complexité au tableau. Donc là, c'est le courrier de juin 2021 de son cardiologue. Donc effectivement, son bilan d'AVC en 2013 avait mis en évidence une fibrillation atriale paroxystique pour laquelle la cardiologue avait prescrit un traitement anticoagulant par Xarelto et elle ne connaît pas la raison de son arrêt. Donc elle l'a repris, mais nous, à nouveau, sur son ordonnance, il n'y avait plus de Xarelto. Donc, au total, finalement, si on résume ce tableau, on a mis en évidence de manière concomitante, quasiment, un stémie inférieur revascularisé a priori dans un délai court. Ce sont les arguments ECG biologique et puis ETT qui nous font dire ça, même si le patient a jamais, franchement, le patient ayant un tableau digestif, on n'arrive pas vraiment à dater la douleur thoracique. Et puis, un tableau de choc septique sur une ischémie mésentérique dont on n'a pas l'étiologie. Donc, globalement, si on réfléchit un petit peu à la cinétique de tout ça, il y a un certain nombre d'hypothèses. Est-ce que ça pourrait être donc l'infarctus qui a entraîné un bas débit avec une ischémie mésentérique, ce qui serait surprenant compte tenu du fait que le débit cardiaque était conservé à l'admission, voire même plutôt augmenté. Il n'y a pas d'extension médiée, pas de complications mécaniques, donc on a du mal à croire à cette cinétique, d'autant plus que le tableau digestif avait l'air de précéder l'apparition des anomalies électrocardiographiques. Et puis l'autre hypothèse, ce serait un embole de FA qui aurait pu causer une ischémie mésentérique et, dans le contexte inflammatoire, favoriser l'apparition d'un syndrome coronarien aigu. Ça, encore une fois, on n'a pas beaucoup d'arguments au scanner pour dire que c'était une ischémie mésentérique de mécanisme embolique. Eux, les radiologues sont plutôt en faveur de bas débit, donc ce qui ne nous arrangeait pas non plus. Et après, d'autres hypothèses, je pense qu'on pourra en discuter. Finalement, la conclusion de cet épisode, c'est que nous, on a répété l'échographie à peu près une dizaine de fois en étant persuadés qu'on allait finir par réussir à mettre en évidence une complication mécanique, d'autant plus que l'infarctus inférieur est connu pour ses complications, on va dire, particulières, parfois trompeuses, avec des IM qui passent un peu à l'as, un VD sur lequel on n'insiste parfois pas assez et qui se dégrade secondairement, pas toujours, de manière pas forcément attendue. Mais finalement, l'état de choc ou l'instabilité hémodynamique à la phase aiguë d'un syndrome coronarien aigu doit faire suspecter une complication en priorité, mais pas seulement. D'autant plus que nos patients coronariens, chez ce patient qui était assez âgé pour faire un stémie quand même, qui avait 82 ans, sont souvent polyvasculaires et sujets à tout type de complications macrovasculaires et également respiratoires, septiques. Et donc, peut-être que le scanner est arrivé. Bon, il se trouve que l'évolution a été favorable, mais nous, la question qu'on s'est posée après coup, c'est d'avoir été quand même très concentré sur les complications mécaniques de l'infarctus et d'avoir un peu laissé passer tout le reste avec cette hypothermie, ce tableau digestif qu'on a un peu oublié dans le contexte de phase aiguë. Voilà, je vous remercie pour votre attention, puis je suis ouvert à toutes vos questions. Merci Louis pour ton cas qui est de qualité. C'est un cas intéressant en l'occurrence. C'est vrai qu'on a du mal un peu à mettre en relation les différentes choses. Concernant le traitement de sortie, finalement, là, vous l'avez anticoagulé, vous avez fait quoi alors, finalement, après? Nous, on l'a anticoagulé, puisque après avoir du coup joint sa cardiologue, effectivement, il y a eu clairement un holter ECG qui a retrouvé de la FA paroxystique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il avait un traitement antiarythmique. Donc, nous, on l'a anticoagulé dès que le contexte post-opératoire le permettait, d'autant plus qu'on était un peu embêtés, puisque c'est une FA qui est emboligène, vu qu'a priori, c'est l'étiologie de son AVC.
Donc nous, effectivement, il a été du coup switché en Plavix. Donc là, il sort sous Plavix Eliquis. D'accord. On a une question de la part de Fanny qui demande est-ce que vous avez fait une ETO? Alors non, on n'a pas fait de Théo. Déjà parce que c'était un patient qui était assez écogène. Ensuite parce qu'on avait vraiment… Je pense qu'elle se pose la question si vous avez vu l'auricule, voir s'il n'y a pas des thrombis au niveau de l'auricule qui auraient pu orienter vers un diagnostic embolique, en l'occurrence, même si le scanner ne l'évoquait pas. Alors non, pour deux raisons. La première, c'est que jusqu'au petit matin, on n'avait pas formellement de certitude sur ce trouble du rythme supraventriculaire. Beaucoup de choses laissaient à penser, mais on n'avait pas de certitude. Et surtout, vraiment, on a longuement discuté avec les radiologues qui n'étaient pas du tout en faveur, enfin, chez qui, pour eux, c'était vraiment une cause plutôt bas débit qu'embolique, vu qu'il n'y avait pas d'occlusion proximale. Et en revanche, l'ischémie est vraiment large puisqu'elle concerne tout le côlon gauche. D'accord. Et d'autant plus que le patient est en rythme sinusal. Hein, donc, nous, on ne s'est pas posé la question éventuellement d'une réduction. Enfin, il a toujours resté en rythme sinusal. Olivier, peut-être que tu as des commentaires ou des questions? On n'entend pas J'active. Voilà, c'est bon. J'active le micro. Oui, j'ai une question. C'est effectivement, ton cas, il est très intéressant. On en voit des ischémies ésotériques, mais c'est quand même pas très fréquent d'avoir les deux. Et puis les deux dont on est certain, parce que l'électro, c'est vraiment un électro d'infarctus inférieur. Hein, il n'y a pas de discussion. Puis il y a une lésion de la droite. Et c'est l'ordre des choses que tu as commencé à en parler. Moi, j'avoue que je ne crois pas trop à l'embolie par FA, c'était dans les hypothèses. Effectivement, nous, on serait parti comme vous à chercher une complication mécanique de l'infarctus du ventricule, d'infarctus inférieur avec éventuellement une extension du ventricule droit, une complication mécanique, etc. Mais est-ce qu'on ne peut pas le voir le problème dans l'autre sens? C'est-à-dire que c'est le bas débit qui aurait créé l'infarctus, le bas débit sur un choc lié à une ischémie mésentérique, qui aurait été à l'origine d'une souffrance myocardique. Je ne dis pas d'un infarctus de type 2, mais quasiment. C'est-à-dire que, tu vois, dans ce sens-là, je ne sais pas ce que tu en penses, mais… Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec… moi, c'est un peu mon hypothèse. Enfin, c'est celle, en tout cas, qui me séduit le plus. Après, c'est vrai qu'on peut se poser… Enfin, je trouve ça surprenant si le début de l'histoire, c'est une ischémie mésentérique, on n'a pas vraiment… Je ne sais pas sur quoi il aurait pu faire son bas débit. C'est-à-dire qu'il a de l'athérome des artères mésentériques. Mais si le début, l'entrée dans l'histoire, c'est une ischémie mésentérique, c'est quand même assez rare de la faire sans facteur déclenchant évident, quoi. Mais effectivement, je pense que ça a commencé par ça. En tout cas, cliniquement, si on reprend l'histoire et les différents protagonistes, le tableau digestif a toujours été au premier plan sur cette journée. Et c'est que secondairement, après l'intervention du SAMU, qu'est apparu le sus-décalage qui s'est vraiment installé sous leurs yeux presque. Après, tu peux dire que c'est un choc qui est secondaire à un infarctus mésentérique. Ah oui, non, mais ça, c'est certain. Mais on n'a pas d'étiologie à cet infarctus mésentérique. L'athérome, parce qu'il y a une aorte qui est impressionnante. Hein. Oui, non, je suis d'accord. Non, mais c'est… Mais je pense qu'on aurait fait un peu comme vous, à savoir, on aurait vu ST plus inférieur, on aurait dit voilà, c'est des douleurs digestives liées au SCA inférieur. On aurait fait 1000 échos pour regarder CIV, IM, et que 6 heures après, on aurait vu finalement, c'était pas ça, quoi. On a une question de la part d'un collègue qui dit pourquoi pas un choc septique? Ah oui, tout à fait. En fait, la présentation, la défaillance hémodynamique était sur un choc septique de manière certaine. D'autant plus que le profil échographique était vraiment vasoplégique, très précharge dépendant, puisqu'il y a même eu un peu de remplissage, ce qui est un peu atypique à la phase aiguë d'un STEMI. Donc oui, nous, on est vraiment, après moult échographie, parti sur l'ambiance choc septique, mais qu'on n'explique pas vraiment. Mais effectivement, c'est certain que la défaillance hémodynamique était attribuable au sepsis, d'autant plus que derrière, bon, je ne l'ai pas dit puisque on était un petit peu short, mais il y a eu des hémocultures qui étaient positives à des bacilligrammes positifs très spécifiques du tube digestif, qu'il s'est très rapidement amélioré après la colectomie. Donc oui, la défaillance hémodynamique était sur un choc septique. C'est plus… Louis, peut-être comme a dit Olivier, finalement, c'était initialement choc septique, bas débit, finalement ischémie entérique, et après, l'ambiance bas débit fait qu'il y a eu SCA un peu de type 2, même s'il y a une occlusion qui est pas loin. Exactement. Après,
on ne le saura pas. Ouais, exactement. Moi, je suis un peu d'accord avec ça. Ça fait en tout cas 2 beaux cliniques. Je crois qu'on a encore quelques minutes, mais pas beaucoup de discussion. Walid, tu avais dit tout à l'heure que tu n'avais pas vu beaucoup de Ouais, c'est vrai. Ouais. ruptures septales s'en sortir. Moi, En rupture de la paroi libre. Ouais, paroi libre, pardon. S'en sortir. Moi, je n'ai pas vu beaucoup non plus d'infarctus mésentérique étendus en état de choc sortir sur leurs pieds de l'hôpital. Hein. Souvent, c'est dramatique. Et finalement, la chirurgie, ça n'a pas été une colectomie si étendue que ça. C'était… Alors, par chance, c'était comment dire, uniquement le côlon. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de grêle. Donc, ça a été une colectomie gauche qui était quand même assez important. Le territoire assez important, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y avait une nécrose qui était localisée. Ce n'était pas une nécrose étendue avec l'impossibilité de faire un geste de résection. Donc, non, finalement, c'est un patient quand même qui a fait 2 événements gravissimes, quasiment simultanés, dont il sort avec très peu de séquelles, en dehors effectivement d'une stomie avec une remise en continuité dont on sait qu'elle ne sera pas certaine, mais en tout cas qui sort avec peu de séquelles sur le plan de l'état général, quoi. Et rapidement de l'arrière, finalement, il ne fait pas beaucoup de réanimation parce que 3 jours, c'est pas énorme. Oui, non, il fait 0 réanimation. Il fait il est revenu directement du réveil chez nous et oui, il a assez bien évolué. Non, c'est vrai que c'est une évolution surprenante, favorable pour les 2 cas d'ailleurs. Il y a également un collègue qui demande avez-vous poursuivi l'anticoagulation je pense qu'il demande en phase aiguë. Je pense que non. Et à distance, oui, c'est ça. Hein. Ça, Louis. Hein. En phase aiguë, non. En phase aiguë, du coup, il a même été chargé en double anti-agrégation, pas vraiment adapté à l'instauration d'une anticoagulation. Mais après, avec discussion avec les chirurgiens, elle a été quand même assez vite instaurée. D'autant plus, encore une fois, que c'est une FA qui est emboligène. Donc, ne voulait pas qu'il refasse, par rapport à son AVC, qu'il refasse un événement embolique, quoi. Donc, je pense que en pratique, à distance, en sortie d'hôpital, il aura son anticoagulant. Oui, de manière certaine. D'accord. Et même dire, pour revenir à ton cas tout à l'heure, là, l'échographie parasternale petit axe, là, où on voit le VD quand même totalement écrabouillé, c'est quand même impressionnant de le voir, de voir cette image-là. C'est quand même assez rare de voir en petit axe le VD vraiment totalement aplati à ce point-là. C'est rare de voir ça, je pense. Ouais, on ne le voyait pas sur la coupe apicale, mais en parasternale, les images sont impressionnantes. Et moi, quand j'étais jeune interne, voilà, on avait comme réflexe, un réflexe évidemment faux et fautif et crimier. Donc, on le voit en choc, il n'est pas bien, on panique. Est-ce qu'il faut l'intuber ou non? Évidemment qu'il ne faut pas les intuber, on est d'accord. Hein. Parce que intuber ces malades qui sont en pré-tamponnade, c'est précipiter parfois le bas débit et après le décès. Hein. Donc, ou alors l'intuber quand il est en arrêt, quoi. Oui, c'est vrai qu'avec la pression positive de la ventilation mécanique, ça ne fait qu'aggraver les choses au final. Non, c'est vrai. Alors, curieusement, ce malade, avec le remplissage, il est parti, il n'était pas si mal que ça, tu vois. Ah ouais. Non, mais vraiment, je vois le cas. Enfin, c'est vrai que quand on voit le liseré un peu, le liseré un peu grisâtre, on évoque directement un peu l'hémorragie. C'est vrai qu'on a peur devant ça, quoi. Et par ailleurs, enfin, je parlais également à un confrère qui me disait que habituellement, quand c'est une rupture, le patient meurt d'emblée. Et si le patient n'est pas encore décédé, c'est qu'en fait, c'est plus une fissuration qui commence à se colmater qu'une rupture totale, quoi. On est d'accord, Olivier? Ah oui, tout à fait. Puis alors, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Hein, je suis comme toi, et la plupart sont morts. Ouais, c'est clair. Et en fait, ceux que j'ai vus s'en sortir, en tout cas quitter notre centre et partir en chirurgie, c'était sur des toutes petites artères. Et ça m'a été confirmé par la discussion que j'ai eue avec les chirurgiens cardiaques. Là, c'est une petite diagonale et j'avais vu, je ne sais plus, c'est une rupture du septum sur une petite branche de la coronaire droite distale. Ce n'est pas sur des gros… Je pense que les gros infarctus, ils meurent. Ils meurent. Donc là, c'était une artère qu'on devine, hein, on devine la diagonale. Ce n'est pas l'IVA qui est l'artère coupable. C'est cette petite artère diagonale qui a déchiré la paroi antérolatérale haute, comme l'a bien décrit le chirurgien. Je crois qu'on va être obligé de rendre l'antenne, Walid. Très bien. Écoutez, c'était un plaisir pour moi en tout cas. Merci beaucoup à tout le monde et puis aux participants qui ont écouté cette conférence et aux 2 orateurs qui ont fait des présentations qui, je pense, étaient instructives et très intéressantes. De qualité. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et merci au CNCH et à Orion. Au revoir.
Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.